Bien, merci, docteur Patrick. Merci également à vous tous qui a pris de votre temps pour nous rejoindre afin d'échanger sur les succès de la conservation du gorille des montagnes au Parc national des Virunga en République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Nous disons merci au Parc national des Virunga. Nous disons également merci à Leadership for Conservation in Africa, LCA, et à Share Screen Africa qui nous donne cette opportunité ce soir d'échanger, de discuter, d'apprendre sur les succès de la conservation du gorille des montagnes au Parc national des Virunga. Oui, je suis Alain Moukirania, comme on venait de le dire. Je suis de nationalité congolaise, Congo-Kinshasa. Euh, j'ai un diplôme de licence en écologie et gestion de la faune à l'université de Kisangani et mon domaine de recherche, c'est la primatologie dans les grands singes qui me préoccupe depuis toujours. Et je suis également ambassadeur de gorilles au sein de Gorilla Ambassadors, programme au Parc national des Virunga où j'ai été directeur adjoint, euh, qui est un programme actif jusqu'aujourd'hui au Parc national des Virunga, au secteur sud qui travaille avec les communautés du point éducation de la communauté sur la conservation de cette espèce, le gorille de montagne. Voilà. Je suis natif de l'Est du Congo. Je suis swahiliphone, je parle aussi lingala, je parle un peu d'anglais. Et la nature, c'est ma passion depuis tout petit, que j'avais choisi de faire à l'université après avoir obtenu mon diplôme d'État en biologie-chimie. J'avais opté pour la conservation de la nature à la suite de l'inspiration que j'avais eue de la chercheuse américaine Diane Fossey, qui avait commencé ses études au Parc national des Virunga, au secteur sud, dans un endroit où on appelle Kabara. Et c'est là où elle avait commencé ses études. Malheureusement, les conditions sécuritaires de l'époque avaient obligé à la chercheuse de quitter le côté congolais pour aller au Rwanda. Et c'est là où il avait formé Karisoki, qui vient de Karisimbi et Visoki, qui sont deux montagnes du massif volcanique des Virunga. Donc, comprenez bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, la passion pour la conservation de ces primates. Ce soir, nous allons parler sur quelques petits points, entre autres l'historique. D'abord, le parc national des Virunga, savoir de sa création jusqu'à aujourd'hui. Comment a été ces années? Bien sûr, ça n'a pas été, et ça ne l'est pas toujours, les années de paix, de stabilité ou de... Il y a eu autant d'échecs, mais des réussites aussi, dans celle de la conservation du gorille. On va parler des menaces que fait face les parcs et le gorille. Ensuite, on parlera des rangers et leur travail titanesque qu'ils sont en train de faire depuis plus de 40 ans de surveillance de ces primates. On va parler aussi de l'évolution de la population de gorilles des montagnes, les enjeux, la surveillance, comment ça s'est fait, comment cela a été jusqu'à aboutir à ces succès, les leçons apprises et que cela puisse servir à d'autres personnes ailleurs de faire comme ça a été à Virunga pour aboutir à un tel succès. On va parler aussi de Virunga Alliance, qui est une initiative du Parc national de Virunga, à la base, je dirais, de ses succès. On va parler aussi du succès proprement dit, c'est-à-dire des résultats de ces succès. Et pour terminer, nous allons parler du futur du gorille des montagnes au Parc national de Virunga. Bien, merci. Je vous invite
Bienvenue encore avec nous pour apprendre c'est quoi le parc national de Virunga et son succès de la conservation de gorilles. Alors, le parc national de Virunga, c'est le parc le plus ancien sur le continent africain. Il a été créé en 1925 par l'État belge à l'époque qui colonisait la République démocratique du Congo. Comme vous voyez sur la carte, c'est situé à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, qui partagent les massifs de Virunga. Et la protection des gorilles des montagnes dans le parc national de Virunga fait que c'est une réussite rare, mais qui impressionne, malgré la détérioration généralisée de la biodiversité au niveau mondial. Mais au Virunga, quand même, ça a été étonnant de voir qu'il y a eu quand même un succès pour cette espèce. Ce qu'il faut savoir aussi est que la totalité de la population mondiale des gorilles de montagne, cette majorité vit dans le massif des Virunga. Donc, c'est une espèce qui est endémique à cette région. Nulle part au monde, on ne trouve pas le gorille de montagne à part dans le massif des Virunga. Et ce massif, c'est une zone qui s'étend entre trois pays, dans la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Et ce qu'il y a à souligner aussi est que c'est du côté congolais au parc national de Virunga où on trouve plus d'un tiers de cette population de gorilles des montagnes. Le parc national de Virunga, c'est 7 800 km² qui sont activement protégés par les services du parc et les partenaires. Alors, le parc national de Virunga fournit beaucoup de services écosystémiques dans l'approvisionnement, pour ne citer que ces services. Et ce parc facilite l'accès à l'eau pour 300 000 personnes. Il faut souligner aussi que le fleuve Nil a une source aussi du côté congolais au parc national de Virunga, les eaux de la Semli qui coulent jusque dans le fleuve Nil. Au parc national de Virunga sont réfugiées 44 espèces menacées et ils sont protégés dans ce parc. Imaginez 44 espèces menacées, c'est vraiment une aire protégée qui mérite autant d'être aussi inscrit comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO et malheureusement classé en péril depuis 1994. Depuis quelques années, le parc fournit aussi l'électricité à 90% de la population qui vit autour du parc. Là, je cite par exemple la ville de Goma qui actuellement bénéficie de ces courants produits par le parc dans le parc. C'est aussi un créateur d'emplois, ce parc, qui engage près de 11 275 euh, personnes dont les emplois ont été créés à la suite d'une sorte d'économie dite verte qui a été développée par les responsables, les gestionnaires du parc national des Virunga. Le parc national des Virunga, comme je venais de le dire, n'a pas eu une histoire rose depuis 1925, mais surtout, c'est au cours des 10 dernières années que le parc a été confronté à des défis. Mais c'est là aussi vers la fin des années 1990. À partir de là, jusqu'à aujourd'hui, le parc n'a jamais été totalement stable parce qu'il y a les conflits armés qui ont érigé dans euh, cette partie du massif du Virunga où plus de 40 milices et groupes armés opèrent et pillulent à l'intérieur et autour du parc national des Virunga. Et actuellement, ce qui est à la ligne, c'est le mouvement du 23 mars qui a occupé une bonne partie aussi du secteur sud, y compris la totalité du secteur de Gorille des montagnes, malheureusement. L'exploitation minière, c'est aussi une des menaces qui a
euh, fait face le parc national de Virunga, le virus Ebola et la COVID-19 également, comme tous les aires protégées, et nous tous, nous avons été touchés par ça. Cependant, ce qu'il faut retenir, les rangers du parc national de Virunga restent dévoués à la protection de l'intégrité du parc d'abord, et ici, disons, de la protection des gorilles des montagnes. Et cela, ils payent leur vie, ils meurent en martyrs en protégeant ces parcs. Et c'est le parc qui a perdu le plus de rangers au monde. Nulle part au monde, on a perdu une centaine de gardes-parcs qui ont sacrifié leur vie comme au parc national des Virunga. Il y a de cela 2 mois, le parc a perdu 9 rangers qui ont été tués au moment où ils exerçaient leur fonction de gestion et de maintien de l'intégrité du parc national de Virunga et de sa biodiversité. Ces rangers, ils ont euh, un travail qu'ils font. Ils sont au nombre de plus de 700 rangers qui travaillent sans relâche pour protéger le gorille des montagnes. Et cet engagement aboutit à 40 heures de patrouille régulières et de suivi rapproché des espèces. En 2021, par exemple, chaque famille sur les 10 familles que le groupe, que le parc possède, famille, ici je parle de groupe. Alors, chaque groupe a été localisé tous les 1 pour 3 jours en moyenne. Donc, quand on a essayé de faire la moyenne pour l'année 2021, chaque 1,3 jours, chaque groupe a été localisé sur les 10 qui sont au parc national des Virunga. Et un suivi constant a facilité l'évaluation de la santé et du statut social des individus. Et cela a permis les interventions vétérinaires et spécialisées en temps voulu, si nécessaire, avec le partenaire Gorilla Doctors qui travaille avec le parc national des Virunga. Alors, le patrouille des rangers détecte et désactive également les pièges posés par les braconniers. En 2021, par exemple, environ 1260 pièges ont été retirés du parc. Cela montre effectivement le grand rôle que ces rangers jouent pour protéger le parc. Uniquement dans les secteurs de gorilles, on parvient à démanteler 1260, c'est qu'ils travaillent ces hommes. Alors, le suivi de ces 2 groupes de gorilles des montagnes a permis de mieux comprendre d'abord l'écologie de l'espèce. Et grâce à ces patrouilles, on sait les localiser, on sait de quoi ils mangent, leur santé, leurs relations sociales, ainsi de suite. Et ça, c'est le travail que les rangers font chaque matin dans les conditions normales au parc national des Virunga. Il faut le dire aussi, malheureusement, ça fait plus d'une année à cause de conflits armés qui a surgi dans la région, principalement dans les secteurs de Gori. Le suivi n'est plus effectué parce que les rebelles occupent la zone et empêchent les gardes-parcs de faire leur travail. Comment a évolué la population de gorilles des montagnes pour arriver à ce que nous appelons succès? Comme vous le voyez ici, en 1981, on estimait 58 individus. Mais 19 ans après, en l'an 2000, on a estimé autour de 131 individus. C'était juste une période aussi de turbulence au pays. Il y avait la guerre à partir des années 1986, 96 plutôt. Et il y a de cela 23 ans, en 2010, on comptait 201 individus. Vous voyez la courbe, comment elle est en train d'évoluer. Et en 2016, lors du recensement, on a dénombré 281 individus. Et dernièrement, avant la guerre, on comptait autour de 330 individus par estimation. Et aujourd'hui, on estime à 350 individus
qui sont environ 350 actuellement. Imaginez de 58 individus à 350, c'est quand même un succès. Et cela, c'est sur les à peu près 1000 et quelques individus qui ne sont que partout au monde, soit au Parc national de Virunga, du côté congolais, au Parc national de Volcano National Park au Rwanda, la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda et le parc de Mugahinga aussi en Ouganda. Et c'est du côté congolais autour plus d'un tiers de la population, mais le reste vit également en Ouganda, à Bwindi, à Mugahinga et au Rwanda, au parc national des volcans. Quels sont les enjeux qui ont été mis en place pour aboutir à ces succès? Cela coûte près de 20 millions de dollars par an pour protéger l'ensemble des 7 769 km² du parc national des Virunga. Le secteur de Gori, à lui seul, représente 257 km² de la superficie totale du parc. Et ce qu'il faut dire, avant que la guerre ne commence, le tourisme était au top au parc national des Virunga. Et depuis 2015, le parc avait généré 8 millions de dollars uniquement pour les visites aux gorilles. Bien que cette source de revenus soit vitale, elle est également volatile. Et aujourd'hui, le tourisme est fermé depuis plus de 2 ans à la suite des conditions sécuritaires qui sont fragiles au Nord Kivu. La surveillance. Les 770 rangers du parc, ils travaillent jour et nuit pour surveiller le parc malgré les conditions difficiles qu'ils traversent. Et c'est en moyenne 2200 patrouilles qui sont effectuées par an, soit environ 6 patrouilles par jour. À cause des conditions sécuritaires, les patrouilles sont, pour ceux qui sont habitués, les patrouilles sont des patrouilles aller-retour. Les patrouilles ne campent pas parce que les conditions ne sont pas toujours favorables au parc national des Virunga. Et cela, c'est pour lutter contre le braconnage et protéger l'habitat des gorilles des montagnes qui, 2200 patrouilles sont effectuées chaque année. En 5 ans, si on essaie de calculer, les rangers ont parcouru 250 000 kilomètres, plutôt 250 000 kilomètres, qui est une distance supérieure à la circonférence de la Terre, qui est parcourue par les gardes-parcs au Virunga. À raison du terrain montagneux, les rangers ont gravi 2500 kilomètres. En 5 ans, c'est l'équivalent de faire le hiking du mont Everest. Et cela est fait chaque mois au parc national des Virunga. Alors imaginez le travail que ces gens dévoués à la conservation, à la protection de ces êtres effectuent. Quelles sont les leçons apprises? On a compris que l'occupation continue du secteur des gorilles par les militaires a mis un terme au tourisme et a restreint les activités de surveillance. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ça fait plus d'une année que les gorilles ne sont plus suivis depuis que le mouvement du 23 mars a surgi dans les secteurs des gorilles, le secteur sud. Il n'y a plus de suivi. Le tourisme était aussi fermé il y a quelques années quand il y avait eu un événement malheureux dont un officiel diplomate était tué dans la région. Alors, comme tous les efforts de conservation du parc, la conservation des gorilles et des montagnes au Virunga vise à être autosuffisante une fois que le tourisme aura repris. Cependant, les succès et la durabilité ne dépendent pas uniquement des finances, ça il faut le dire, mais plutôt également des facteurs écologiques tels que la forte densité de la population, le taux de pauvreté et l'instabilité chronique politique continuent malheureusement de mettre en péril la protection des gorilles des montagnes et de leur habitat.
Alors, les menaces qui pèsent sur le gorille des montagnes persisteront si la conservation de l'espèce se traduit par une entrave plutôt que par un avantage pour des millions de résidents locaux vivant dans et autour du parc national. C'est-à-dire, les conditions de vie des populations qui vivent autour va donner le futur, l'avenir du parc. Si cela est amélioré, le parc aussi sera euh, amélioré sur le point sécuritaire et la mitigation des conflits et menaces qui sont entre le parc et ses communautés. Ainsi, le parc avait créé ce qu'on appelle Alliance Virunga. C'est pour ces raisons précitées que le parc a lancé ses programmes de développement à grande échelle qui s'appelle Alliance Virunga. Et ce programme est articulé sur trois secteurs, dont l'écotourisme, l'agriculture durable. Au secteur nord, par exemple, il y a des plantations qui sont déjà installées là-bas et même des industries qui transforment des produits comme le cacao, la papaye, et ainsi de suite. Et en fait, l'énergie durable dans le parc travaille dessus, euh, en distribuant le courant électrique aux communautés riveraines pour essayer de mitiguer la pression qui pèse sur la forêt du parc parce qu'elle est exploitée par les communautés pour la fabrication de braise ou charbon de bois pour la cuisson et le parc devrait trouver d'autres alternatives dont Virunga Energy distribue le courant à Goma et les villages du secteur sud jusqu'à Rutshuru pour ceux qui connaissent la région. Au secteur nord, il y a aussi la construction d'une centrale, également au secteur central Lubero, pour ceux qui connaissent les succès. Parlons de ces succès. De 58 individus à 350, c'est vraiment un succès. Et c'est là, comme vous allez le voir tout de suite là, il fallait d'abord, pour arriver à ce succès, il fallait cartographier l'habitat du gorille. Il fallait d'abord localiser tout le groupe, cartographier leur habitat aussi. Comprendre le comportement et la dynamique familiale. Ils sont dynamiques. Des fois, ils traversent la frontière. Des fois, ils sont au Rwanda. Des fois, ils sont en Ouganda. Alors, il fallait comprendre aussi leur dynamique. Et enfin, il fallait identifier les individus. Donc, chaque groupe a un nom. Et c'est le nom du silverback ou le mâle dominant. Et tous les individus sont suivis régulièrement et identifiés grâce à des photographies. Et c'est là on parvient à connaître l'âge, le sexe, et c'est grâce aux empreintes nasales qui est unique pour chaque individu. Ça, c'est une méthode que Diane Fossé avait développée pour la première fois pour identifier et reconnaître différents individus de gorilles. Et c'est quoi ce succès que nous sommes en train de dire? Le succès de la conservation du gorille des montagnes est allé jusqu'à aboutir à un taux de croissance de gorilles en RDC jusqu'à 4,7% de la population par an. C'est-à-dire, la population de gorilles croît 4,7 fois par an. Et ces taux dépassent le taux naturel de l'espèce, qui est de 3%. Donc, les efforts ont payé plus que ce que la nature, ce que le naturel elle-même fait. Et cela témoigne du succès des efforts de conservation menés par le parc. À cause de cela, au niveau de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le gorille des montagnes a même été, le statut de conservation du gorille a même été révisé. C'est-à-dire, jadis en danger critique d'extinction pour actuellement les statuts en danger. Il y a eu des avancées.
Et cela, c'est depuis l'an 2018 et c'est un bon témoignage de l'amélioration de la santé de l'espèce. L'espèce qui était au point de l'extinction, qui était vraiment à quelques centimètres de l'extinction, aujourd'hui, il y a des avancées, l'espèce est en danger. Peut-être après 50 ans, après 20 ans, on souhaiterait que l'espèce ne soit plus en danger, qu'elle soit peut-être vulnérable ou bien remise sur la liste verte. Alors, quelles sont les parties prenantes à ces succès? C'est un succès qui est obtenu grâce à la collaboration intense entre trois acteurs principaux, s'il faut globaliser. Il y a d'abord les acteurs étatiques. Comme Virunga Alliance devrait permettre aussi le partage d'informations entre toutes les parties prenantes, l'État a joué un grand rôle comme gestionnaire du parc avec la fondation Virunga qui gère le parc. Ici, je parle de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est l'autorité congolaise de la faune sauvage et de la gestion des aires protégées. Il y a également la société civile. La communauté locale a compris qu'il fallait protéger, qu'il fallait sauver ces espèces de l'extinction. Plusieurs organisations locales ont travaillé étroitement avec les acteurs étatiques, non seulement l'ICCN, qui est le Congolese Wildlife Authority, mais plutôt d'autres services comme la direction des migrations, la division de l'environnement et d'autres secteurs de l'État. Mais à cela, il y a le secteur privé des trois pays hôtes des gorilles de montagne. Ça, il faut le dire. Du côté rwandais, du côté ougandais et du côté congolais. Les secteurs privés, ce sont les tours opérateurs qui ont travaillé également. Ce sont les hôteliers, c'est tout le monde, c'est cette industrie qui s'est développée autour du gorille des montagnes. Et chacun a joué son rôle comme il le fallait pour les trois pays. Et on est parvenu à obtenir ces succès de la conservation du gorille des montagnes. Alors, la stratégie de conservation rapprochée appliquée au Virunga, qui permet un suivi quotidien des familles de gorilles des montagnes, c'est tout ce qui a contribué à ces réalisations. Et cela, c'était grâce aux gardes forestiers, les rangers. Il y a les pisteurs qui suivent chaque matin les gorilles pour faire la connaissance, comment ils sont, comment est-ce qu'il y a eu des naissances, est-ce qu'il y a un gorille qui est tombé dans le piège ou bien est-ce qu'il y a un cas de maladie. Il y a également le service vétérinaire qui a énormément contribué et d'ailleurs il faut le souligner, Gorilla Doctors qui travaille étroitement avec le parc pour euh, suivre la santé de ces espèces. Ici, parlons maintenant du futur du gorille au parc national des Virunga. Comme Dr Patrick l'a dit et comme je l'ai répété, Dan Fossé, né en 1932 et lâchement assassiné en 1985 dans le massif des Virunga, c'est une pionnière, une des pionniers, s'il faut le dire, de la conservation du gorille des montagnes. Elle avait dit ceci: quand vous réalisez la valeur de toute vie, concentrez-vous davantage sur la préservation de son avenir. Déjà, avant sa mort, lui, elle avait déjà cette vision pour le futur de l'espèce, autant qu'elle était au point de l'extinction. Et voilà, je vous parle de Gorilla Ambassadors, dont j'ai eu à travailler comme directeur adjoint. Et aujourd'hui, je reste ambassadeur de Gorille, qui est un programme d'éducation qui prépare la future génération euh, des conservateurs de gorilles. C'est un programme qui inspire, qui prépare dès les bases à découvrir d'abord ce qu'est le gorille, la valeur que le gorille représente, et cela sur leur avenir
combien cela est leur identité, cela est leur richesse, cela est leur héritage. Et que dès le bas âge, ils doivent être initiés. Il y a National Geographic qui pourra appuyer ce programme aussi, comme tant d'autres qui ont appuyé ce programme. Il y a l'UNESCO aussi qui a développé aussi des projets, comme a été souligné là-bas, pour préparer la future génération qui va continuer à s'occuper de la conservation du gorille des montagnes. Voilà ce que nous avons à dire. Et les questions-réponses, oui, il y en a, c'est l'échange. Il y a plusieurs acteurs ici qui ont intervenu dans ces succès. Ils auraient aussi à partager. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention et pour plus d'informations, les données ici sont accessibles. Tapez virunga.org, vous aurez toutes les données. C'est le site du parc. Et nous remercions Virunga National Park pour l'opportunité, pour l'autorisation, pour le travail qu'ils font. LCA et Chef Screen pour l'opportunité également. À vous tous pour votre temps et votre présence à cette soirée de conservation. Merci et bienvenue pour les questions. Merci à Alain pour une présentation assez édifiante et très informative. Je ne savais pas que en RDC se trouvait le parc le plus ancien en Afrique. Donc ça c'est l'information à la base. Merci pour la parole. Merci encore une fois de nous avoir accepté rejoindre cette soirée de conservation. Sinon, j'ai suivi avec attention le speech de notre confrère Alain. Il a tout dit en des mots très simples et très clairs. Donc, je suis ravi encore une fois. Sinon, j'avais une certaine préoccupation euh, sur les points où il nous a parlé du succès de la conservation des gorilles des montagnes au sein du parc national de Virunga. Il nous a dit que euh, parmi tant de succès, il y a cette collaboration transfrontalière qui existe entre les trois pays qui copartagent euh, les secteurs de ces parcs, notamment euh, une partie contiguë à l'Ouganda, une autre au parc national Les Volcans du Rwanda. Alors, je voulais savoir donc s'il est informé, s'il n'y a pas une faille dans les protocoles d'entente trilatérale signés en 2004 entre ces trois pays en ce qui concerne la conservation de ces gorilles. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés que les conservateurs rencontrent par le biais de ces protocoles-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait désavantager une ou une autre partie prenante dans ces protocoles? C'est ce que j'avais comme préoccupation. Oui, merci beaucoup pour la question, cher Isaac. Merci beaucoup pour votre question qui est très importante. Oui, le protocole a été signé, mais il a connu aussi ses limites. À un certain niveau, comme actuellement, vous savez, tout le monde connaît au niveau international la tension qu'il y a entre les deux pays, le Congo et le Rwanda, par exemple. Dans ce sens, la collaboration, elle est difficile. Mais dans l'ancien temps, par exemple, il y a eu GVTC, Greater Virunga Transboundary Conservation, qui est une initiative aussi qui consolide cette collaboration. Et les résultats, quand même, a été payant. Les jours où ça marchait bien entre les deux pays, bien que ça n'a jamais été totalement bien entre les deux pays, mais quand même à un certain niveau, si l'animal traverse de l'autre côté, qu'il soit protégé là-bas. S'il rentre de ce côté, qu'il soit aussi protégé. Et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de réussites aussi, bien que les failles sont là. Par exemple, actuellement, on ne fait plus le suivi du côté congolais. Et la collaboration devrait aller aussi du sens de partage aussi. Vous
savez, le tourisme, c'est un circuit, normalement, qui devrait être entre les trois pays. L'année passée, j'avais échangé avec le directeur des Volcano National Park à l'African Protected Area Congress. Il avait dit, lui, il souhaitait cela, mais ce sont les États signataires qui doivent rapprocher leurs collègues. Donc, ça ne revient pas automatiquement à celui qui est à la base, mais c'est une volonté politique au niveau supérieur qui doit renforcer cela. Et actuellement, avec l'Ouganda, ça marche quand même. Il y a des patrouilles mixtes qui s'effectuaient et cela a été quand même des réussites. Les failles, oui, il y en a et il faudra les relever, surtout du côté collaboration, au moment où la tension est toujours tendue depuis quelques années avec le Rwanda, qui est un des signataires et partenaires pour cette collaboration. Voilà. Je vais passer la parole à Serge Alain, qui a une question. Bonsoir à tout le monde Bonsoir. et merci encore Alain pour sa brillante présentation. Ça démontre, n'est-ce pas, l'importance que l'État congolais et tous les partenaires, n'est-ce pas, mettent, n'est-ce pas, dans la conservation de la nature, avec tout ce que le Parc national des Virunga connaît comme tragédie, parce que comme il a si bien soulevé, les Skogad meurent chaque année. C'est le parc qui paye le plus grand prix dans le monde entier. Je suis dans le domaine de la conservation, je sais de quoi je parle. Et d'où un peu, pas nos inquiétudes, mais bon, on a bon espoir que cela va avancer. Malgré dans ces conditions difficiles, il y a eu ces énormes succès, n'est-ce pas, que le parc a pu engager, et ce qui est des éléments extrêmement importants dans, compte tenu du contexte sécuritaire. Alain, j'ai une question sur la croissance, n'est-ce pas, de la population des gorilles. Alors, en 2000, de 2000, je crois 2016 à aujourd'hui, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'inventaire sur le terrain. Alors, je voudrais savoir quelle est la méthode, n'est-ce pas, d'inventaire ou bien d'estimation que vous avez utilisée pour avoir le nombre de gorilles. Parce que vous avez dit tout à l'heure que nous sommes à 330 gorilles individuels actuellement. Donc, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode, étant donné que les scientifiques ou les écoles ne peuvent pas patrouiller normalement dans tout le parc pour avoir une idée claire, n'est-ce pas, proche de la réalité, n'est-ce pas, de la population des gorilles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Serge. C'est un plaisir d'échanger avec vous, de savoir aussi votre présence parmi nous. Oui, il y a eu une croissance et le dernier recensement était en 2016, mais le suivi se faisait régulièrement. Il y a des groupes qui sont suivis chaque matin dans les conditions normales. Chaque matin, les rangers doivent localiser ce groupe avec le pisteur pour compter le nombre d'individus qu'il y a là-bas. Et ce qu'il faut savoir aussi, le gorille de montagne n'est pas réparti dans tout le parc de Virunga. C'est juste 257 km² qui est une partie du secteur sud qui est bien connue et bien surveillée. Cela veut dire que chaque matin, on suit ce gorille-là avant que la guerre ne commence, c'est-à-dire dans les conditions normales. Il y avait des équipes qui partaient sur le terrain. Voilà, hier, il y avait autant d'individus, aujourd'hui, il y a combien? Et c'est comme ça qu'on savait qu'il y a eu des naissances. Pour l'année 2021, il y a eu une dizaine de naissances, je pense 12, si j'ai bonne mémoire. Et chaque matin, quand on suivait les 10 groupes qui sont suivis, on savait effectivement le nombre qu'il y a là-bas. Et c'est connu au Parc national des Virunga où sont localisés les gorilles. Et ce qu'il fallait faire au début, il fallait d'abord cartographier. Donc, c'est bien connu, on sait tel groupe est localisé dans tel endroit. Si vous allez à Bikenge, il y a tel groupe. Si vous allez à Jomba, il y a tel groupe. Si vous allez à Kibumba, si vous allez à Mikeno, si vous allez où, il y a en tout cas les données essentielles pour ce groupe qui sont très connus et suivis. Et
s'il n'y a pas eu d'inventaire, normalement, ça devait se faire après 4 ans parce que vous savez, le gorille des montagnes, pour donner naissance, il faut 4 ans après la dernière naissance. Et cela avait fait à ce qu'on devait faire le recensement en 2020, mais les conditions sécuritaires étaient déjà critiques, il n'y avait pas eu de recensement d'inventaire et jusqu'à aujourd'hui, peut-être en 2024 ou en 2023, si les conditions sécuritaires le permettent, il y aura encore, on va encore rebalayer l'étendue totale du secteur des gorilles, c'est-à-dire les 257 km². Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous avez bien compris la méthode. Mais Alain, j'ai un commentaire. Il y a Claudia parce que dans l'introduction et dans la bio que tu nous as envoyé, tu parlais d'un projet de storytelling. Et il y a Claudia qui a commenté, et Michael aussi a répondu là, elle a commenté sur deux personnes qui travaillent dans le même projet. Je ne sais pas si tu les connais, je vais juste lire les noms et puis tu me diras peut-être que c'est Dieter et Netsin Steklis. Tu les connais, ils font aussi dans le storytelling et les gorilles. Est-ce que ça peut être des gens avec qui tu travailles dans le cadre du projet de l'UNESCO dont on parlait en t'introduisant? Bon, pour le projet dont moi je travaille dessus, c'est un projet qui a été proclamé l'année passée deuxième meilleur projet de la jeunesse africaine pour le patrimoine africain. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la Convention sur le patrimoine mondial. Et le projet est financé par l'UNESCO, l'ICROM et les Fonds pour le patrimoine mondial africain. C'était au Cameroun l'année passée. Et ce projet vise à documenter les liens qu'il y a entre les cultures locales et le gorille des montagnes. Pour certaines cultures, le gorille a une certaine valeur et c'est de ça que nous travaillons. Voilà ce que je peux dire à propos de ça. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent sur le gorille, qui viennent au parc pour réaliser. Donc, ce n'est pas le même projet. Ok, ça c'est Alain, Serge Alain, oui. Oui, bon, je voulais juste savoir, bon, déjà merci pour la réponse qu'il a apportée, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, en conditions aussi difficiles, n'est-ce pas, d'avoir cette méthode-là pour essayer d'estimer la population de gorilles. Et connaissant déjà toutes les familles, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le Virunga, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est une petite partie du parc qui est touchée. Bon, maintenant, je voudrais savoir, tout à l'heure, il a parlé de ceux qui ont ardemment participé, n'est-ce pas, à ce grand succès. Je voudrais savoir quelle est la part de la population locale, n'est-ce pas, dans tout ça, parce que ce n'est pas un peu trop apaisanti là-dessus. Oui, merci beaucoup. J'ai souligné trois acteurs, dont les acteurs étatiques, le gouvernement, la société civile et le secteur privé. En disant la société civile, ce sont les organisations locales qui plaident, qui militent, qui éduquent la communauté et, et qui travaillent du côté des lycéens. Dernièrement, il y a eu des scouts, des volontaires qui ont effectué le suivi à l'absence des rangers. Ça, c'est à titre d'exemple. Mais la communauté, par exemple, je peux dire aussi, le fait de ne plus chasser le gorille, c'est déjà une contribution. On a enchaîné autant d'années au Virunga avec zéro cas de braconnage de gorilles de montagne. Ça, c'est une grande contribution. Ils ont compris, ils savent la valeur de ce gorille et pour le gorille, en tout cas, la population a déjà compris et ils sont là, ils sont en train de militer contre le projet qui peuvent venir nuire à l'habitat du gorille. Par exemple, l'exploitation du pétrole. Il y a les organisations de la société civile qui ont en tout cas empêché ce projet qui était au point d'être lancé au Parc national de Virunga. À part cela, il y a plusieurs initiatives des jeunes et même à l'école. En tout cas, pour eux, c'est une valeur, c'est l'héritage et ils participent à conserver cette espèce, même s'ils traversent, parce que j'ai été longtemps avec cette communauté du côté de Kibumba au secteur sud. Même si le gorille traverse, quitte le parc, il est toujours protégé.
la population sait que si je touche à cet animal, c'est ma vie qui va finir en prison. Ça, c'est une contribution, en tout cas, suffisante pour la communauté. Et du côté touristique, il y a eu des industries qui ont été développées comme touristiques, par exemple, autour du gorille. Et tout cela a favorisé que le gorille soit conservé. Imaginez quelqu'un qui a vendu une statuette ou un bracelet ou une œuvre d'art sur le gorille. Est-ce que celui-là ira encore s'allier au braconnier pour aller chasser l'animal qui lui a permis d'avoir le peu là avec le marché touristique là? La réponse est non. Je pense que la contribution de la société civile a été aussi grande comme celle des autorités étatiques, tout comme du secteur privé. Ok. Je vais donner la parole à Michael. Il y a un commentaire, sinon une question sur le chat, je reviendrai là-dessus. Et puis, on va aussi, il y a Laetitia aussi qui attend depuis. Michael, à toi la Merci. plateforme. Oui, merci pour l'accord de la parole. Je suis Kakule Utsapu Michael, président du conseil d'administration du groupe Academia, une structure juvénile basée à la ville de Butembo depuis 2014 et qui milite pour la gestion rationnelle des ressources naturelles par la jeunesse. Et nous avons suivi vraiment la présentation de M. Alain avec courage et nous sommes tous devenus ambassadeurs de Gorille et nous aurons peut-être à militer en fait à ce qu'on puisse préserver cette espèce et pour la richesse de notre biodiversité. Ma seule question serait en rapport avec les derniers programmes qui visent à vulgariser où nous partageons les limites du parc national, entre autres par le territoire de Lubero, voire même au moins d'autres milliers périphériques dans notre ville. Et on trouve que vraiment ce serait vraiment le bienvenu en fait, quand c'est que cette nouvelle jeunesse puisse aussi être formée, être nourrie de cette ambiance pour qu'on puisse préserver, qu'on ne puisse pas au moins avoir peur de dire que non, on a chancé les gorilles parce que ça traversait les parcs, mais plutôt qu'on puisse ne pas dire que non, peut-être je serai emprisonné, mais qu'on puisse être conscient que c'est notre patrimoine, que de pouvoir dire que non, on pourra militariser cette gestion des parcs pour qu'on arrive à les communautariser, même à l'absence de ces éco-gardes, ou même à l'absence de toute autre personne, la population, elle pourra prendre soin de cette richesse en sachant au moins que ça pourra nous amener plus pour notre biodiversité. Et vraiment, j'aurais à demander peut-être s'il y a des conditions pour que le projet puisse être orienté dans tel ou tel autre serait bienvenu au Grand Nord, en fait, que cette nouvelle génération, elle puisse aussi arriver à vivre cette bonne expérience. Merci d'avance. Merci beaucoup, Michael, que je salue, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à Nairobi, je pense. Et s'il faut le dire, et même dans le territoire de Lubero, le programme d'éducation du parc effectue les activités là-bas avec les écoles. Ça dépend par rapport aux besoins. Il y a là où il y a le gorille, on doit éduquer sur le gorille, premièrement, par rapport à là où il n'y en a pas. Il y a aussi effectivement le gorille, des plaines, là où vous venez de dire, Monsieur Michael. Je pense que le parc va élargir les activités et d'ailleurs c'est en cours parce qu'il y a plusieurs activités qui ont été déjà exécutées. À Lubero et même à Beni, il y a des activités et il faut attendre. Le parc viendra bien sûr appuyer et travailler avec vous. D'ailleurs, le parc a besoin des initiatives des jeunes comme ça pour appuyer le travail que le parc fait avec la communauté. Et personnellement, nous pouvons entrer en contact. Vous aurez le contact. On peut toutefois développer dans le couloir. Merci. Merci beaucoup. Il y a Claudia qui a une question sur le chat. Elle voulait en savoir un peu plus sur le projet, sur le storytelling. Elle peut te mettre en contact donc avec des personnes qu'elle a mentionnées là, et parce que ces personnes seraient éventuellement intéressées peut-être à travailler avec toi, vu que tu travailles dans un projet similaire et sur les gorilles aussi. Oui, oui, avec plaisir.
D'accord. Je vais le partager et oui, je vais le partager après ici. Ouais. Ok, merci Patrick pour la parole. Euh, oui, ma question, Alain, c'est un peu, je veux un peu en savoir un peu plus sur l'histoire. Au début, lorsque Patrick faisait ton introduction, il a parlé d'une dame qui est à peu près une inspiration pour vous. Et apparemment, il y a une tragédie autour de l'initiative qu'est la conservation du gorille de Virunga, liée à sa vie, en fait. Donc, je suis juste un peu curieuse d'en savoir un peu plus. Oui, merci beaucoup pour la question. La dame, elle s'appelle Diane Fossé. Diane Jane Fossé, elle était de nationalité américaine, envoyée en Afrique par Dr. Laki, qui est un grand anthropologiste et primatologiste connu. Et elles étaient au nombre de trois, le boursière, s'il faut le dire, de Dr. Laki. Il y avait Dr. Jane Goodall, qui est encore en vie. Il y avait Diane Fossé et Birut. Donc, les trois dames sont les pionnières en primatologie ou à l'étude des grands singes, s'il faut spécifier. Et Jane Goodall devait étudier les chimpanzés et aujourd'hui, elle est encore vivante et une fondation a été créée à son nom, Jane Goodall Institute, qui travaille en Afrique pour la conservation des chimpanzés. Il y a Dan Fossé qui était envoyé pour travailler le gorille. Euh, Elle était envoyée au Congo d'abord, au Parc national des Virunga, mais par après, suite aux conditions insécuritaires, elle était obligée de partir au Rwanda. Et elle aussi, après son assassinat, elle était malheureusement tuée dans sa cabane euh, à Kinigi. Et c'était dans le montagne de Virunga. Et derrière lui, il y a une très grande organisation aussi, Diane Fossé Gorilla Fund, qui travaille pour continuer le travail que Diane Fossé avait commencé. Il fallait que peut-être Diane Fossé puisse mourir en martyr pour que le monde entier comprenne l'urgence qu'il y avait pour sauvegarder cette espèce qui était au point de l'extinction. C'est le travail qui avait créé les ennuis à Diane Fossé. Et après son assassinat, le monde avait compris qu'il fallait beaucoup de fonds, il fallait un engagement de tout le monde pour protéger cette espèce. Depuis que Dan Fossé était morte, le gorille a été compris par tous les pays, les trois pays. Et aujourd'hui, le gorille est totalement protégé dans les trois pays. Il y a les fonds qui sont disponibles aussi, il y a l'éducation, beaucoup de projets sont en cours au Congo et au Rwanda où Dan Fossé Gorilla Fund existe. Et ce qu'il faut dire aussi est que Dan Fossé a inspiré beaucoup de personnes, dont je suis parmi ces personnes. Et cela a fait à ce qu'il y ait beaucoup de personnes dans la conservation aujourd'hui qui travaillent sur la conservation du gorille. Et c'est grâce aussi à Dan Fossé que les gorilles ont été démasqués parce que avant le travail de Diane Fossé, on faisait corps au monde avec le film King Kong qui était sorti bien avant le travail de Diane Fossé. On prenait le gorille pour un animal féroce, un animal qui ne peut pas être apprivoisé. Et pourtant, avec le travail de Diane Fossé, qui a pu apprivoiser le gorille jusqu'à être acceptée dans le groupe de gorilles. Elle vivait avec le gorille. Et cela a changé la conception du monde entier sur le gorille. Et également, il y a sur le plan scientifique plusieurs méthodes et résultats que Dan Fossé a révélés au monde, dont l'identification des individus à travers les empreintes nasales. C'est une méthode propre à Dan Fossé. Et pour en savoir plus, vous pouvez lire Gorilla in the Mist ou bien Gorille dans la brume, qui est l'œuvre de Dan Fossé, qui a été même un best-seller. Et National Geographic en avait
fait Nawad et aujourd'hui, c'est vraiment un document que je vous conseille de lire et comprendre à fond ce que Dan Fossé avait fait. Voilà, il y a beaucoup à dire sur Dan Fossé et je vous invite à lire d'abord Gori dans la brume, qui est l'œuvre de Dan Fossé, où elle parle de son travail jusqu'à quelques jours avant sa mort. Ou bien de passer visiter le campus Hélène, où son travail est exposé au Rwanda, à Musanze, où même il y a une thèse qu'elle était en train d'écrire sur le gorille, malheureusement, qui était inachevée. Et beaucoup, beaucoup de correspondances, beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages qui sont exposés là-bas pour savoir ce que Dan Fossé avait fait. Une autre question. Merci pour OK. une réponse très, très enrichissante. Merci. J'ai encore beaucoup appris par cette réponse. J'ai une dernière question. Je voulais savoir, ce sont des braconniers qui l'ont tué? Bon, oui, ce sont le braconnier, on suppose, parce qu'elle était tuée la nuit. Et la scène de sa mort n'a pas été totalement élucidée, malheureusement. Mais ce sont ces braconniers qui étaient dans la lutte avec elle parce qu'elle détruisait les cases des braconniers. Elle luttait, elle avait beaucoup financé après la mort de son gorille Digit, qui était son gorille préféré. Et quand on l'avait tuée, elle s'était sentie comme si elle avait perdu une partie d'elle-même et elle avait mobilisé à ses défenses beaucoup de moyens pour intensifier les activités contre le braconnage et la destruction de l'habitat du gorille. Elle avait utilisé même une méthode pour faire peur aux communautés locales. Localement, on l'appelle Niramachaveri parce que je suis de là, je suis de la région, je sais de quoi je parle. Et ça signifiait la femme qui a beaucoup de cheveux qui vit dans la forêt. Et on faisait illusion que c'était du fétichisme. On avait peur d'aller dans la forêt. Elle mettait même des dessins, des peintures rouges pour faire peur aux braconniers d'aller dans la forêt. Donc, c'est une légende. Voilà. Et ce sont ces personnes-là qui s'étaient mis contre elle parce que, bon, elle aussi, sa méthode était critiquée. Elle avait une bonne affection avec l'espèce gorille, qui est l'espèce humaine. Cela avait certainement été aussi à la base de ce que les gens arrivent à l'assassiner, malheureusement. Et quelques jours après, et son entourage, deux personnes de son entourage étaient aussi assassinées. Voilà. Et c'est avec la machette qui était découpée. C'était une mort triste. Il y a Shanice, je crois, c'est comme ça se prononce, qui demande en fait que jusqu'où vous pouvez aller donc pour protéger ces gorilles-là. Et elle demandait, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au point de sacrifier votre vie en fait? Comme les rangers du parc qui continuent à sacrifier leur vie. En tout cas, on continuera à protéger ces espèces jusqu'au sacrifice suprême, s'il faut le dire. Voilà. Jusqu'à ce que l'espèce ne soit plus sur la liste rouge Hmm. et qu'il n'y ait plus de braconnage, que les gorilles continuent, que les générations futures puissent trouver aussi le gorille encore ici dans. Ok. Et il y a Gina qui demandait en termes de braconnage, c'est quoi l'ampleur en fait du phénomène? C'est vrai que c'est difficile de mettre ça en termes de chiffres et tout ça, mais je veux dire, est-ce que ça a augmenté par rapport au passé ou bien est-ce que c'est toujours un problème c'est vrai que si vous avez des rangers et toutes ces personnes-là et des vies, ça veut dire que le problème, il est là, en fait. Oui, le problème est toujours là, surtout actuellement, ça fait plus d'une année qu'on ne fait plus le suivi. Il n'y a plus de rangers à l'intérieur de la forêt pour surveiller. Les braconniers peuvent profiter pour aller tuer et capturer le bébé pour le trafiquer. Et il y a aussi les pièges qui continuent à être posés dans la forêt.
En 2021, on avait collecté plus de 1200 pièges et le gorille ne sait pas, même si les pièges ne sont pas destinés pour le gorille, mais il tombe aussi dedans et ça coupe les mains ou les pattes de gorille. Donc, le danger est toujours là, surtout avec l'occupation rebelle actuelle. Il n'y a plus l'autorité de l'État. Euh, Tout est possible et c'est notre plus grande crainte parce que les efforts fournis toutes ces années risquent d'être anéantis à cause de l'absence de l'autorité de l'État. Voilà ce que nous craignons pour les 350 individus qu'on a eu à obtenir après autant de... Merci. Isaac Tabala. Oui, certainement. Merci encore une fois pour la parole. Vous allez Oui. excuser pour les dérangements, c'est Non, beaucoup ça... plus enrichissant. Euh, ces, Cette petite discussion, ces petits débats, cet enseignement auquel on profite. Alors, puisqu'on parle de braconnage, j'avais une question qui me torturait un peu la tête. Euh, Alain a essayé un peu de montrer que la courbe d'évolution du nombre de, des gorilles de montagne au sein du parc national de Virunga est significative. Donc, il y a des améliorations. Alors, on a encore essayé un peu de soulever la problématique du braconnage. Alors, on sait que ce qui guette, même si la courbe elle est significative, ce qui guette, ce qui menace hein, la survie de ces gorilles des montagnes, de cette espèce endémique, c'est n'est pas seulement ce ne sont pas seulement les braconnages. Il y a aussi des dangers de transmission de maladies. Il y a aussi des blessures qui pourraient être, par exemple, occasionnées par notamment des pièges qui peuvent être mis euh, dans, dans cet écosystème-là naturel de cette espèce-là. Alors, je voulais savoir, ma question, c'est de savoir comment les parcs investissent dans les dispositifs hein, sanitaires en termes de protection de ces gorilles des montagnes. Comment les parcs se fait investir dans une expertise vétérinaire permanente, bien sûr pas extérieure, permanente pour préserver ou protéger cette espèce euh, qui est si endémique et très spéciale à nos yeux. Donc, je suis Isaac Tabala de la ville de Bukavu, près du parc national de Kahuzi-Biega. Donc, ça m'intéresse énormément. Oui, merci beaucoup, Dr. Patrick. Merci, Isaac, pour la question. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi est que le parc travaille déjà sur le plan interne. Quand il faut visiter le gorille, il faut porter votre masque. Vous savez, le gorille partage à 98% le génome avec l'espèce humaine. Donc, il y a cette possibilité de transmission des maladies de part et d'autre. Et quand on visite le gorille, vous devrez porter votre masque. Ça, c'est obligatoire. Et même pour les équipes qui font le monitoring, le suivi de ces gorilles, ils sont toujours avec leur masque une fois rapprochés des gorilles. Et il y a des conventions signées au niveau international que le gorille ne doit être visité que 2 heures par jour, uniquement 2 heures. Et c'est à 8 mètres, donc environ 8 mètres de gorille on doit laisser une distance de 8 mètres. Avec Covid, on faisait, je pense, 1 mètre ou quelque chose comme ça. Mais avec le gorille, on doit laisser 8 mètres. Et c'est autour de 8 personnes, pas plus, dans les conditions normales, qui doivent accéder là où il y a le gorille. Ça, ce sont déjà des mesures prises à l'interne. Au-delà de ça, le parc, cela ne veut pas dire que le parc n'a pas de vétérinaires. Bien qu'on fait appel à l'expertise externe, le parc a son staff qui travaille aussi en collaboration avec les experts des gorilles adoptés. Voilà ce qu'il faut dire. Et que cela a payé, bien qu'il y ait eu des épidémies d'Ebola dans le passé, mais actuellement, il n'y en a plus parce que les mesures barrières, s'il faut le dire, sont respectées et le nombre de visites, la gestion des déchets dans la forêt. Les groupes sont suivis régulièrement par les équipes des pisteurs
et la santé de ces animaux est documentée chaque matin et anticiper les interventions si nécessaire en cas de maladie. Voilà. Bonsoir et merci pour la parole. On sait que je sache et on sait que je toujours appris. Il y a beaucoup de vies qui se perdent juste pour protéger, pour essayer de protéger cette espèce, dans les gorilles, dans les Virunga, dans les Makanga. Alors, je ne sais pas, M. Alain, est-ce que le Virunga a mis en place un mécanisme pour préserver les vies qui vont peut-être continuer à se perdre juste pour la protection de ces gorilles? Et, mais aussi, je voulais te demander si, à part cette région de Virunga, est-ce qu'en RDC, soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas un endroit là où on peut, à cette occasion de l'insécurité, là où il y a perte de vie, à cette occasion, si on peut déplacer, hein, on peut déplacer pour un autre écosystème, juste pour délocaliser l'écosystème de ces gorilles. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de penser à cela, monsieur Alain? C'est juste ça ma question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, cher David, pour la question. À cela, je m'aimerais dire que ça serait possible, mais ce qu'il faut savoir, le gorille des montagnes est très exigeant sur le plan habitat et écologie. Les expériences de conservation de gorilles des montagnes en captivité échouent toujours. Donc, la longévité en captivité est plutôt contraire pour le gorille des montagnes. En captivité, ils ne vivent pas longtemps que dans les milieux naturels. Vous savez, ils vivent sur les montagnes où il fait extrêmement froid. Il y a la végétation qui est naturelle et ils se sentent très à l'aise comme ça. Et les placer dans des endroits aménagés pour essayer d'éviter des situations pareilles, je pense que ça serait une bonne initiative, mais qui ne peut pas être pratiquée actuellement parce que l'espèce est au point de l'extinction et amener ça en captivité, je ne sais pas si ça dépendra des autorités et beaucoup de moyens. Cela, on l'a fait pour les rhinocéros blancs, ça a donné des résultats en promettant, mais pour le gorille, ça peut se faire, mais au lieu d'aller dans ces cas, autant mieux continuer la conservation en milieu naturel, autant que ça promet déjà et ça continue à donner des résultats qui sont favorables. Voilà, merci. Je vous remercie, monsieur Alain. En tout cas, merci pour cette réponse. Il y a deux questions en fait de Bonheur Bangou. Il demande, je vais commencer avec la plus courte. Donc, il demande est-ce que le gouvernement vous accompagne dans la conservation des gorilles? Je sais que vous avez parlé de cela dans votre présentation, mais est-ce que vous pouvez élaborer rapidement sur le support donc, du gouvernement dans la conservation des gorilles? Et puis, je passerai à l'autre question. Oui, merci beaucoup. Le gouvernement congolais est l'un des principaux acteurs de la sauvegarde de cette espèce de l'extinction à travers l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est co-gestionnaire du parc avec la Fondation Virunga. Et les gardes-parcs appartiennent à l'État. Le parc lui-même appartient à l'État. Il y a les fonds aussi que l'État met pour ces agents qui sont affectés là-bas. Donc, l'État accompagne en quelque sorte avec l'appui, bien sûr, des partenaires extérieurs. Voilà ce qu'il faut dire à notre ami Bonner. Voilà, merci. L'État accompagne aussi et a joué un grand rôle sur le plan aussi diplomatique, parvenir à signer des accords bilatéraux entre les pays qui hébergent les gorilles. Parfait. Maintenant, sa deuxième question, Alain, il demande, bon, ce qui était en fait la première question, mais je vais commencer après avec la plus courte. Il demande si les gorilles sont agressifs et si oui, s'ils présentent donc un risque quelconque aux populations. Le micro est fermé, Alain. Oui, Voilà, je vais y aller.
Oui, je dis ici que le gorille, c'est un géant, mais qui est doux. Le gorille n'est pas du tout agressif, mais il ne fait que la réaction quand son intérêt, quand son habitat est menacé. Mais s'il constate que vous ne représentez pas une menace pour son groupe, pour son habitat, pour qu'il effectue pour ses activités normales, pour qu'il niche, en tout cas, il va vous accepter. Cela a été obtenu grâce à l'habituation de gorille. Aujourd'hui, on visite le gorille, on se rapproche des gorilles, on fait des photos, des fois, ils vous approchent aussi. Donc, les gorilles, ils ne sont pas agressifs, ils sont doux si vous ne les menacez pas. Voilà ce que je peux dire à notre ami. Merci pour la parole accordée. Euh, je vais d'abord commencer par féliciter M. Alain pour la présentation magnifique qu'il vient de faire, bien que je n'ai pas suivi en totalité à cause de la connexion. Du coup, ma question est la suivante. Et à cause de le programme Gorille Ambassadeur, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un programme qui est au niveau de l'étendue nationale ou un programme qui est limité au niveau des aides de distribution des espèces, de l'espèce? Et merci. Alain, est-ce que tu as pu saisir la question Gorille Ambassadors, le programme, est-ce que c'est limité à la zone où tu es ou bien c'est un programme beaucoup plus répandu dans le pays? Oui, c'est un programme d'ailleurs même étendu au niveau international parce qu'il y a les ambassadeurs de Gorille de partout au monde qui sont aussi du programme. Donc, c'est pas parce que les activités sont uniquement à Virunga que ça restera pour toujours. Et donc, tout le monde peut devenir ambassadeur de Gorille. Et les activités de Gorille Ambassadors sont à vocation de s'étendre jusque même en dehors du parc national de Virunga. Voilà ce que je peux répondre à sa préoccupation.